Donc, je vais vous présenter Patrice. Patrice est notre délégué sécurité des vols et il présentera sa carrière au tout début de son intervention. Bien, nos prédécesseurs ont mis la barre très haut, donc on se met à deux pour vous satisfaire, pour garder le même niveau de professionnalisme. Nous allons d'abord évoquer ensemble les usages professionnels des drones, en passant quelques chiffres sur la filière, une présentation rapide de la fédération. Nous prendrons quelques exemples de drones utilisés en captation de données, de drones utilisés dans les opérations communément appelées drone for good, c'est-à-dire des opérations de secours aux personnes, qui concourent au secours des personnes plus exactement. Et Patrice conclura sur les besoins d'espace qui résultent de toutes ces utilisations et les modalités actuelles de partage, comme on en a déjà parlé, ainsi que les recommandations que nous pourrions faire. Voilà. Donc, la filière est toujours fragile, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est tout à fait exact. Elle est malgré tout toujours en croissance, mais une croissance qui est moins importante qu'espérée et qu'annoncée en tous les cas. Les composantes de cette filière, globalement, on peut les ranger en trois catégories. Une catégorie qui vient de l'aéronautique, donc de passionnés ou de gens qui ont fait leur métier dans l'aéronautique. Une catégorie issue, comme on l'a dit, un peu de geeks, c'est-à-dire des nouvelles technologies et qui maîtrisent très bien cet aspect. Et une troisième catégorie qu'on a un peu tendance à oublier, mais qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'elle fait partie de la filière, ce sont aussi des sociétés qui ont été intéressées par les perspectives de bénéfices et d'enrichissement qui étaient annoncées dans cette filière, et donc qui composent également des professionnels qui sont au final non issus de l'aéronautique et pas spécialement geeks non plus. Ceci étant dit, au niveau des professionnels, des télépilotes professionnels, donc comme vous le voyez actuellement, on les estime plus de 10 000, sachant que ça représente une croissance de 3 000 depuis fin 2018, en un an. Et les drones professionnels également ont eu une croissance d'à peu près 2000 drones sur une année. En termes de domaine d'application, alors vous les voyez, si vous les voyez bien, ce qui était en 2014 et ce qui était annoncé pour 2020, ce qui s'est vraiment passé, c'est effectivement une diminution de la part audiovisuelle et une augmentation, comme c'était prévu, des opérations de sécurité et de surveillance. Nous voyons également, alors dans la sécurité-surveillance, hein, bien sûr, on peut parler de surveillance d'installations industrielles et de réseaux. Et ce que l'on observe, mais pour le moment ça reste des niches, mais d'un point de vue d'acceptabilité sociétale des drones, nous pensons que c'est très important et que ça prendra de l'importance, c'est l'émergence, comme je vous le disais, des missions de secours. Et en particulier dans ce qu'on appelle les 3 S, hein, secours, sûreté, sécurité. Ensuite, ce qu'il faut retenir également de la filière, c'est l'importance de la communication. Donc cette journée en fait partie, c'est très très bien. Et merci encore à la DGAC et à DESAC et à tous les intervenants. Il faut également bien faire attention dans la communication sur les termes employés et l'environnement auquel on se réfère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a affaire dans les drones à un engouement toujours, et c'est très bien, des médias, et donc de la population qui n'est pas forcément experte. Et au final, il y a parfois des confusions qui sont faites, on en a parlé tout à l'heure, les drones et en particulier les véhicules sans pilote ou les les véhicules aériens sans pilote, c'est pas
c'est demain ou après-demain, mais c'est pas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'expérimentations dans le monde, pas encore en France. Donc à chaque fois, il faut bien ramener ça au contexte et aux particularités du pays dans lequel ça se passe. Si on regarde notre fédération, donc le nombre d'adhérents est à peu près stable. La répartition par métier, on est constitué majoritairement d'opérateurs, une toute petite partie constructeurs, mais il est vrai qu'en France, on recense à peu près une quarantaine de constructeurs seulement. Et nous sommes constitués également d'une partie importante de centres de formation et autres, qu'ils soient assureurs, avocats et autres, et consultants. Un conseil d'administration qui est composé de délégués régionaux et de délégués thématiques et des projets que nous lançons, en particulier la formation, et ça on en a parlé tout à l'heure, lorsqu'on parle de sécurité, il est important d'insister sur la formation des télépilotes. Et donc, en l'occurrence, nous menons un projet actuellement de labellisation des centres de formation. Et Patrice vous en dira un peu plus si on a le temps. Rapidement, en termes d'applications un peu émergentes, malgré tout, qui prennent de plus en plus d'importance, mais qui sont récentes, les drones dans l'agriculture. Donc, le drone dans l'agriculture, qu'il s'agisse d'épandage, de pulvérisation, de largage, avec des drones qui sont à peu près autour de, aujourd'hui, 15 kg de charge utile, globalement. Les drones, bien sûr, dans la sécurité, donc il y a des éminents représentants de ce domaine dans la salle. Donc la surveillance de sites industriels, les drones automatiques également, en extérieur, et des utilisations, bien sûr, qui sont avec des télépilotes qui surveillent les opérations. Les drones dans la sécurité, je vous en ai parlé. Donc, ça peut être des interventions très rapides dans des situations un petit peu de crise, comme on a vécu cette année, par exemple, sur le réseau électrique d'Enedis, dans le cas des fortes chutes de neige en Isère. Ça peut être également les drones secours à la personne, détection suite à des avalanches, des personnes ensevelies. Dans ce cas-là, le drone, bien sûr, est équipé de caméras thermiques et il emporte un détecteur de victimes d'avalanche. Et enfin, le drone qui a été très médiatisé dans le sud-ouest, sur le drone sauveteur pour des personnes en situation difficile, éventuellement proche de la noyade. Il n'y a plus beaucoup de temps, j'ai été bavarde. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, petite précaution oratoire comme mes prédécesseurs. Je n'ai rien contre les avions ni les hélicoptères. Non, je plaisante parce que ça me permet de me présenter rapidement puisque le fil rouge ne l'a pas fait. Donc, avant d'être à la FPDC, d'être, on va dire, télépilote de drone, j'ai quand même derrière moi une carrière de 25 ans de pilote d'hélicoptère dans la gendarmerie. Donc, ça me permet d'avoir les trois côtés de dans ces 3 minutes et les deux côtés de la barrière. Donc, et d'avoir peut-être un recul par rapport à cette question du partage de l'espace aérien, qui, comme je le mets dans ma première slide, est effectivement un espace aérien, donc c'est-à-dire qui est quelque part, qui reste assez libre, même s'il est contrôlé, bon, parfois interdit pour des raisons de sûreté, mais malgré tout, il faut qu'il reste libre. Et j'allais dire espace aérien, alors j'ai mis 3 petits points, parce qu'il serait plutôt aéronautique qu'aérien, c'est-à-dire, et c'est logique, c'est l'histoire qui veut ça. Les premiers à avoir utilisé le ciel, hormis les oiseaux, ça a été l'aviation habitée. Donc c'est normal que l'aviation habitée ait inscrite et noté dans la loi les règles permettant l'utilisation de cet espace. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi que maintenant que d'autres utilisateurs, qui ne sont pas forcément du milieu aéronautique, veulent venir partager cet espace ou demandent à utiliser cet espace, on a connu un peu ça aussi avec le phénomène des ULM il y a une vingtaine d'années, et c'est parfois difficile à partager. Donc, il va falloir vraiment que chacun d'entre nous, et ça c'est mon message, à mon avis, c'est qu'on va faire un pas l'un vers l'autre. Alors, ça prendra le temps qu'il faut, effectivement, la technique va devoir nous aider.
Et il va falloir qu'on s'acculture chacun les uns les autres et qu'on se regarde un peu pour qu'on se comprenne, qu'on communique et qu'on puisse avancer ensemble et se partager effectivement cet espace aérien. Je me dépêche. Alors aujourd'hui, finalement, on est encore à l'ère de l'artisanat ou la préhistoire, si on peut dire, au niveau du drone. D'aucuns disaient une époque, oui, on est encore au drone préhistorique. Bon, on va essayer d'avancer sur notre fresque historique. Et comment ça se passe pour éviter justement les accidents et les incidents, ou du moins les peurs mutuelles. Pour moi, ça passe essentiellement par la préparation du vol et les contacts préalables. On en a parlé, peut-être pas assez. Je pense qu'un droniste, quand il veut venir travailler dans l'espace aérien, ça mange pas de pain, qu'il appelle la tour de contrôle locale. Bref, tous les intervenants, déjà pour prévenir qu'il est là, et savoir ce qui se passe ou pas en fonction. Bon, bien entendu, il passe également par les canaux habituels, NOTAM, etc., etc. Mais je pense que le côté contact humain avec les gens de l'aéronautique serait un bon point à mettre en exergue et à renforcer. Après qu'on est dehors, eh ben après le télépilote, lui, il est un peu tout seul avec son drone. Il est isolé. Parfois, il n'a pas forcément de communication radio ou de communication téléphonique. Donc, tout se joue à la détection visuelle et auditive. Donc, effectivement, quand on a des chalumeaux qui passent à 500 nœuds ou à 400 nœuds, ça va être un peu compliqué de faire tomber le drone, alors que le temps qu'on entend les avions, ils sont déjà sur vous. Et enfin, moi, ce que je préconise, en tout cas, c'est ce que je fais. Bon, tous les télépilotes ne le font pas parce que ce n'est pas une obligation. C'est d'avoir une écoute radio. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure. Je pense que ce serait un bon moyen, une bonne aide, si tous les télépilotes pouvaient avoir à leur disposition un moyen au moins d'écouter la radio. Intervenir, pas forcément, parce que de toute manière, les drones sont tout en bas de la chaîne alimentaire de l'aviation. Donc, quoi qu'il se passe, il doit se poser, il doit éviter le contact. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je mets sur mon dernier point. Effectivement, la détection d'un aéronef en approche, le droniste, lui, doit se poser si possible. Ou sinon, je mets stationnaire en plus proche des obstacles. Là, ça va faire peur aux aéronautes. Mais enfin, ça permet effectivement, sachant que les avions habités, eux, ne volent pas trop près des obstacles, normalement, ça permet d'éviter les accidents et les collisions. Alors pour moi, déjà, donc, je vais regarder un peu dans mon jardin et les pierres qu'il y a dedans. Et pour moi, au niveau du milieu professionnel du drone, donc l'adaptabilité du milieu du drone au milieu aéronautique va passer par 3 piliers. Donc celui de la formation, formation et encadrement, j'allais dire. Formation donc par les écoles, renforcer la qualité des écoles et la qualité de la formation dispensée. Donc là, je salue effectivement l'action menée par la fédération, mais d'autres également, pour certifier les qualifications, donc être sûr que le niveau de formation est bien atteint. L'encadrement, ce serait bien si on pouvait renforcer effectivement le positionnement des fédérations, de tous ces cadres qui vont permettre d'aider la population des dronistes à avoir une meilleure information et à être un peu suivis, conseillés, orientés dans leur métier. Donc mon deuxième point, l'information. Et donc là également, je salue le rôle de la DESAC avec la parution il y a maintenant 3-4 mois de la première feuille sécurité des vols au niveau des drones. Donc bravo. Je pense que par là aussi, c'est un élément hyper important de pouvoir diffuser largement, en utilisant peut-être le canal d'Alpha Tango. Bon là, la CNIL va peut-être pas être d'accord, mais utiliser les adresses mail de nos adhérents, de ceux qui sont inscrits sur Alpha Tango pour pouvoir être bien informés. Et enfin, dernier point, mais là, ça dépasse un peu mon propos, c'est l'adaptation des moyens techniques qui sera nécessaire, mais néanmoins utile et obligatoire si on veut vraiment avancer. Et en corollaire de cette adaptation des moyens techniques, des expérimentations qu'il faudra développer, et ce sera, je dirais, mon mot de conclusion. On a parlé beaucoup d'aéronautique, je prendrai une phrase des parachutistes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais enfin, ils utilisent l'air aussi. C'est qui ose gagne. Donc, allons-y, expérimentons de manière sécurisée, mais expérimentons pour pouvoir avancer. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci à la DESAC pour cette excellente journée de partage. Donc, comme ça m'a été présenté, je suis un terrien, géologue, école des ponts et faisant passer dans ma première partie de carrière des trains. C'est mon premier job. J'ai été amené à créer Altametris avec d'autres personnes dans un objectif qui est de collecter des données et d'aider à l'asset management. L'asset management, c'est mieux gérer les actifs
industriels. Donc on a dans notre culture les fondamentaux que sont la sécurité d'une exploitation d'un site industriel, la qualité d'exploitation, un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver et que l'on retrouve depuis ce matin dans les différentes exposés, dans les différentes présentations, qui culturellement fait qu'on se rapproche, même si on n'a pas les mêmes origines. Donc on collecte des données, on les traite et on génère de la connaissance pour gagner en qualité sur l'exploitation du site industriel en question. Si je fais référence au premier site industriel que l'on a traité, qui est la voie ferrée, c'est aider à la décision, faire passer plus de trains avec une meilleure sécurité. Aucun compromis donc sur sa sécurité, disponibilité, qualité. Voici le type de livrable, le type de produit que l'on fournit à nos clients. Donc là, avec une connotation assez forte sur le ferroviaire, mais nous ne faisons pas que du ferroviaire, sur la maîtrise de la végétation, sur la gestion des aléas, glissement de terrain, sur la visite des ouvrages d'art et ainsi de suite. On va déjà avoir une première approche qui est en soi, on n'a pas de besoin de voler au-delà de 150 mètres par rapport au sol. Je dirais même plus, la majorité de nos besoins va être de voler à proximité, voire très proche des ouvrages. Et la majorité des incidents que je vais vous présenter derrière sont de la collision avec les obstacles d'un point de vue aéronautique. En l'occurrence, s'approcher trop près d'un viaduc, s'approcher trop près d'un fil caténaire ou d'un arbre et de se faire prendre les hélices ou autre dedans. C'est mon premier sujet, mon premier aléa. Donc, vu de la DESAC, Altamétris est un opérateur de drone. Vu de la plupart d'entre vous, on me considérait comme tel. Depuis 2017, en tant qu'Altamétris, mais depuis 2012, en mode spin-off au sein des SNCF, on a fait voler des drones, on a testé, puis industrialisé. Aujourd'hui, on est industriel tous les jours. Au moins un drone vole sur le réseau ferré national. On est même plutôt en train de dépasser les 5 par jour sur différents objets pour collecter de l'information, pour gagner en qualité de l'exploitation ferroviaire et en sécurité en particulier. La gamme de drones est très large, on en parlait tout à l'heure. Rien que dans ma gamme qui est de 350 grammes à 22 kg, j'ai exclu les nanodrones qui sont utilisés par la SUGE, où on est sur du 20 grammes. On va dire dans la gamme des 350 grammes à 22 kg, on peut avoir un nombre de cas d'usage assez large que je vais vous présenter un peu plus en détail. Par an, on fait à peu près 1000 heures de vol, ce qui représente à peu près plus de 10 000 vols, le vol étant de quelques minutes à 2 heures pour le drone avion qu'on va voir juste après. J'ai 5 incidents par an, systématiquement, donc on est dans un processus dès le départ de déclaration auprès de la Direction Générale de la DESAC, pour le partage du retour d'expérience. Les enjeux sont matériels, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est majoritairement, encore la semaine dernière sur le viaduc d'Avignon, à un moment donné, la localisation GPS, on va avoir de la fissure, détecter de la fissure à 0,2 mm, vous êtes obligé de vous approcher, et à un moment donné, effet de vent plus effet de perte GPS, on vient taper la paroi du viaduc, et on a un crash. L'analyse de risque fait que l'on maîtrise les conséquences du crash. Maintenant, on perd le drone et on ne réalise pas la mission. 3 grands types d'opérations pour montrer un peu le panel. On commence à avoir une grande expérience au niveau des opérations de grande élongation que l'on réalise depuis pas mal d'années maintenant. C'est un usage industriel. J'ai tous les mois au moins une opération de plusieurs nuits avec le drone avion que l'on a conçu avec Delair, qui est le DT26 qui pèse 17 kg, qui embarque un capteur optronique et qui est dans une logique de lutte contre la malveillance. Actuellement, par exemple, sur la Seine-et-Marne, il y a un chantier d'électrification sur la ligne Gretz-Armainvilliers jusqu'à Troyes. Pendant ce temps-là, on installe du câble tout neuf avec du cuivre dans lequel il n'y a pas de courant. Et on vole la nuit en fait, pendant que le chantier est fermé pour détecter justement les intrusions sur le chantier et éviter les vols de matériaux qui viendraient impacter derrière le déroulé du chantier, plus un impact économique sur le vol de matière.
On en a plusieurs d'autres types, pas que de l'avion sur la lutte contre la malveillance. Dans ce cas-là, on est sur une autorisation spécifique qui a 5 ans maintenant, pour voler hors vue les 15 km d'élongation qui au départ était une contrainte de portée radio. En fait, répond à notre cas d'usage qui permet de tourner en fait autour du point au sol dans lequel sont nos opérateurs, et de couvrir un linéaire de voie de 20 à 30 km et sont suffisants en fait pour répondre à la grande majorité de nos besoins. Aujourd'hui, nos points d'amélioration, mes besoins sont vraiment d'améliorer la confiance en la machine. On doit faire évoluer en fait la sécurité globale de l'opération, d'abord par l'aéronef, qui doit intégrer un certain nombre de dispositifs pour améliorer en fait son taux de fiabilité. Puis, puisqu'on est quand même en volant à 120-130 mètres, c'est la cohabitation. Donc mes opérateurs qui ont également en plus une expérience avant d'être arrivés chez Altametris, en particulier militaire, je fais référence à ce qui a été présenté juste avant, opèrent systématiquement avec la radio et donc sont à l'écoute et interagissent quasiment à chaque fois avec les différents autres usagers, même si globalement, et c'était d'ailleurs l'analyse qu'on avait faite au départ avec la DESAC, de nuit, il y a quand même nettement moins d'usagers sur ces zones-là. Deuxième scénario, le scénario dit S0, il y en a d'autres, Enedis, RTE notamment ont créé avec la DESAC un scénario dit S0, dont la logique en fait c'est de porter l'acte de formation des opérateurs pour leur permettre d'utiliser un drone pour répondre aux besoins immédiats de surveillance d'une infrastructure. Dans leur métier quotidiennement, ils sont amenés à monter sur des pylônes, à grimper dans des zones dangereuses ou autres. Le principe c'est qu'avec le drone on peut faire une levée de doute et éviter de les exposer, plus de gagner en réactivité pour collecter une information simple, une simple information photo, vidéo. Donc les drones utilisés sont généralement inférieurs à 1,2 kg. Je dirais même que nous, c'est quasiment exclusivement des drones DJI Spark de 400 grammes qui sont utilisés. S'il y a d'autres solutions tout aussi performantes, je suis preneur. Je n'ai pas de contrat particulier avec DJI là-dessus, mais il s'avère que c'est un drone tout à fait performant et fiable pour cet usage-là. La zone est maîtrisée dans le sens où les emprises foncières ferroviaires font que le risque tiers, le risque de chute sur une personne, la problématique, ce serait plutôt d'avoir une personne dans les emprises ferroviaires à cet endroit-là et pas la chute du drone au premier aspect. On doit gagner en réactivité maintenant, et donc c'est des choses que l'on travaille notamment avec les préfectures, c'est d'obtenir des déclarations, des autorisations en fait annuelles. On l'a obtenu notamment sur la zone de Paris-Saint-Lazare, où on ne dépose pas systématiquement une déclaration de vol pour déployer le drone en fait à la sortie de la gare. On doit maintenant déployer ça de manière un peu plus large pour répondre en réactivité, notamment en particulier suite aux aléas climatiques. On exploite également, et donc là c'est plus des opérateurs qui sont côté Altametris, des drones qui peuvent aller jusqu'à 22 kg. Par exemple ici ce hélicoptère qui fait 22 kg et qui embarque un capteur LIDAR par-dessous. Déjà d'entrée, ce drone fait un demi-million d'euros. Donc comprenez bien qu'au niveau de l'opérateur, le mettre en œuvre déjà, on prend en compte une analyse de risque pour ne pas le perdre. Et donc c'est un élément quand même important à prendre en compte. C'est avec ce drone-là qu'on peut faire les traitements de données que vous avez pu voir juste avant, notamment des nuages de points et de l'algorithmie à l'intérieur pour détecter automatiquement des défauts sur des infrastructures. Il n'y a que 15 drones de ce type dans le monde, un seul en France. Donc on est sur une rareté en fait à la fois d'un constructeur, d'un outil qui intègre par rapport à son coût, par rapport aux besoins opérationnels, un certain nombre de dispositifs de redondance à l'intérieur, tout est redondé à l'intérieur, mais il n'empêche qu'il n'a pas été conçu par un spécialiste de l'aéronautique et donc ne permet pas d'établir une documentation et de répondre à l'ensemble des exigences qui sont aujourd'hui attendues de l'aéronautique. Donc c'est un travail qui reste encore à faire pour améliorer donc la confiance globalement de l'ensemble des usagers de l'espace aérien en la machine et pour atteindre des standards de sécurité. Je vais aller vers la fin, il me reste 2 minutes. On ne s'est presque jamais vu interdire d'opération. C'est important de le dire. Depuis le début, on travaille avec la DESAC. Le principe, c'est d'anticiper.
et pas s'y prendre à la dernière minute pour rechercher des solutions. Et à chaque fois, nous avons des interlocuteurs en face qui sont, je dirais, plus que aidants, ils sont même motivés à travailler en fait justement à trouver des solutions. Alpha Tango est une vraie réponse en fait à un besoin opérationnel pour gagner en réactivité. Je vous ai mis en dessous, c'est des choses que l'on va partager. Il y a sans doute des éléments qui peuvent encore aller dans l'amélioration. Est-ce que c'est Alpha Tango ou autre? Il s'avère que cet outil-là est aujourd'hui vraiment très intéressant. On a un sujet au niveau des gestionnaires des espaces aériens, au niveau des protocoles, avec une vraie hétérogénéité. Aujourd'hui, volé à proximité de Charles de Gaulle, on a des interlocuteurs en face qui sont vraiment disponibles, compétents, et c'est jamais aucune difficulté. Aussi étonnamment que ça puisse paraître, des fois voler près d'un aéroport qui est beaucoup plus marginal, qui a beaucoup moins de vols, c'est un peu plus compliqué et ça nécessite même parfois de payer en fait le protocole, ce qui n'est pas évident d'un point de vue opérateur pour à un moment donné harmoniser la façon dont on travaille. Bilan en fin d'année, la réglementation pour moi me semble adaptée et sera à évoluer, mais ne doit passer en préalable par mieux maîtriser les usages. Globalement, on les a avec des études de marché assez claires. Aujourd'hui, mon besoin est clairement sur des systèmes de drones, donc des outils, des outils étant pour moi un couple vecteur-capteur, qui répond à des standards et qui va intégrer un certain nombre de briques technologiques qui pourront lui permettre d'évoluer en fait, dans ces environnements. Les environnements étant, si on a le drone avion qu'on veut voler à 120 mètres, de pouvoir cohabiter donc avec les autres aéronefs de cet espace aérien. Lorsqu'on est à proximité des obstacles, qu'on a pu voir tout à l'heure, à proximité d'un pylône et ainsi de suite, ou pour une qualité de data, on va voler à 5-10 mètres de la paroi de l'obstacle. Je ne suis pas censé rencontrer un autre aéronef à cet endroit-là. Par contre, j'ai un besoin de fiabilité du système pour éviter qu'à un moment donné, je le perde parce que par le GPS ou autre, il vient se cracher contre la paroi. Donc là, c'est un enjeu plus opérateur, mais qui me fait aussi challenger l'ensemble de mon écosystème. Au plaisir de partager avec vous au cours de cette journée. Encore merci à la DESAC pour ce temps d'échange. Bonjour à tous. J'ai la difficile tâche d'être dans l'espace-temps entre vous et votre déjeuner, donc je vais essayer de faire le plus court possible et le plus direct. Merci à vous. Donc oui, sapeur-pompier, ça ne vous a pas échappé. C'est ma première casquette. Je suis référent départemental drone dans les Yvelines et je suis spécialiste drone depuis 2015. J'ai une autre casquette, une casquette associative. Je suis président de l'association International Emergency Drone Organization. Alors, qu'est-ce que cette association a rapidement ? Elle a pour but de promouvoir dans le monde en fait, l'utilisation de drones pour des missions de secours, de développer les échanges de savoir-faire et d'expérience entre les unités de drones de secours à travers les pays, et de soutenir l'innovation et les technologies pour pouvoir bénéficier justement de ces nouvelles technologies pour avoir plus d'efficacité dans nos missions. Et on travaille aujourd'hui sur le développement de standards internationaux au niveau des formations pour peut-être pouvoir un jour lisser le niveau de compétence des télépilotes d'urgence en fait. C'est un réseau de plus de 330 membres dans le monde, donc, et dont 14 services de secours et de police qui sont affiliés à IEDO, des sapeurs-pompiers, des policiers, des bénévoles d'associations de recherche et de sauvetage, mais aussi des docteurs et des paramédics qu'on pouvait moins soupçonner. Ils viennent de 36 pays différents dans le monde, alors pas que l'Europe et pas que l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Donc tous les continents sont actifs à ce niveau-là. On a des partenariats technologiques. IEDO se veut une association neutre et objective, donc on a le parti pris d'être large dans nos partenariats technologiques, et aujourd'hui on a le soutien de DJI Enterprise, Parrot, Pix4D et Unique. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc les drones dans le monde du sapeur-pompier et de la sécurité civile, cela représente 49 SDIS exploitants drones déclarés. Alors SDIS, je suis désolé, les pompiers adorent les acronymes. Donc les pompiers sont organisés par département en fait. Donc c'est service départemental d'incendie et de secours. Donc aujourd'hui, un département sur 2 utilise des drones. Sachant que le premier département utilisait les drones, c'était en 2011 et les Landes. Mais également 2 UISC, donc pour unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui sont en fait des unités militaires de pompiers, ceux qui sont voués à faire des actions à l'international. D'ailleurs, récemment, ils ont engagé une équipe drone sur le séisme en Albanie, pour information. Alors, un appui drone sur les opérations de secours, oui, mais pourquoi faire en fait ?
Donc j'ai ciblé deux principales catégories de missions, principalement pour des opérations de sauvetage et de recherche de victimes. Alors quand j'entends sauvetage, moi je pense par exemple aux drones qui larguent une bouée, comme le drone Helper dans les côtes landaises, mais aussi donc des drones qui ont pour mission de rechercher des victimes égarées du type enfants ou personnes âgées Alzheimer, notamment avec une caméra thermique la nuit, c'est un outil redoutable. Mais également aussi pour des opérations de renseignement, donc de la collecte d'informations brutes qu'on vient analyser et donc ensuite enrichir pour produire du renseignement. Et on va pouvoir du coup réaliser notre analyse systémique, donc c'est ni plus ni moins qu'une évaluation des sources, des flux et des cibles pour notre intervention. Et évaluer nos actions entreprises, ce qu'on a entrepris, et la surveillance du sinistre, comment évolue le sinistre, mais aussi la veille sécurité par rapport à nos personnels engagés qui sont parfois engagés en zone d'exclusion, en zone dangereuse en fait. Alors souvent mes collègues me disent mais non, mais les drones sauver des vies, non, c'est les pompiers qui sauvent des vies, c'est pas les drones, c'est pas des machines. Et non, en fait, voilà, je vais rétablir une vérité. Oui, les drones sauvent des vies, 294 vies depuis 2017, et même ce chiffre est faux puisque c'est 295, puisque la semaine dernière, un drone a retrouvé une personne âgée dans un bois en Angleterre en période nocturne. Donc c'est 295 vies sauvées, donc à peu près 2 à 3 vies sauvées par semaine dans le monde. C'est pas rien. Donc juste pour exemple, le 24 février dernier, en Angleterre, en pleine nuit, un accident de la route, quelqu'un alerte les secours, un témoin, et lorsque la police arrive, il n'y a plus le témoin, il y a juste une voiture vide, sans conducteur, en pleine nuit noire dans la campagne. Ils décident de demander un renfort drone pour une levée de doute, et ils ont bien fait, puisque en fait, le drone avec la caméra thermique a très rapidement identifié et localisé la victime, le conducteur, qui avait marché 160 mètres depuis son véhicule, enfin dans le champ, et il s'était écroulé dans un fossé de 2 mètres. Donc forcément, les patrouilles à pied avaient du mal à le retrouver en pleine nuit, et il était retrouvé en état d'hypothermie. Donc une vie sauvée le 24 février dernier, mais aussi en France. On a identifié que le 26 juillet dernier, en pleine nuit aussi, dans les Pyrénées cette fois, en milieu montagneux, un randonneur qui s'est perdu, avec des conditions météo très difficiles, avec beaucoup de brouillard, ce qui empêchait l'hélico de sauvetage de décoller. Ils ont engagé le groupe de spécialistes montagne des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques, avec un appui drone. Et le randonneur était toujours au téléphone. Ils ont réussi à faire une triangularisation de son téléphone. Mais bon, quand on fait cela, c'est à peu près une zone de recherche d'1 km². Donc en zone de montagne, par temps de brouillard, c'est un peu compliqué. Néanmoins, ils ont quand même fait voler le drone. Et en fait, le randonneur au téléphone a vu les lumières du drone et a guidé le drone en direct jusqu'à lui. Donc on a pu retrouver le randonneur grâce au drone et ses lumières. Donc oui, je rétablis une vérité pour tout le monde. Le drone sauve des vies aujourd'hui. Mais pas que. Effectivement, donc dans les opérations de renseignement et de soutien, dans l'actualité en 2019 a été assez chargée. Enfin, chargée, tant mieux pour nous, pour le drone. Donc ça ne nous a pas échappé incendie de Notre-Dame de Paris, où en fait je tiens à saluer et à remercier l'unité de drone de la préfecture de police de Paris qui est représentée dans l'Assemblée, qui a toute la nuit procédé au soutien et au support de la brigade des pompiers de Paris pour apporter de l'imagerie sur ce feu majeur en fait, et donc de jour comme de nuit, avec des images extrêmement impressionnantes. Après, il faut aussi imaginer un contexte de vol effectivement très compliqué, puisqu'on est en milieu extrêmement urbain, en classe A, P23, en vol à vue, mais avec beaucoup de perturbations magnétiques aussi. Bref. Incendie de Lubrizol, vous pouvez noter qu'effectivement, avec un drone, on peut récupérer des données tactiques sur des accès, sur des cheminements, des actions à entreprendre, mais aussi sur du renseignement stratégique, sur des conséquences à T+1 heure, T+2 heures, avec aussi un contexte particulier de vol, puisque en milieu urbain, mais avec potentiellement des fumées toxiques. Donc c'est des conditions extrêmement compliquées. Très récemment, le séisme en Ardèche, avec une magnitude de 5,4. Il y a toujours des équipes drones encore engagées, puisque c'est pas moins de 3000 levées de doute à faire sur chaque bâtiment, toiture après toiture, pour faire de l'imagerie sur la stabilité des bâtiments. Donc il y a un travail énorme qui est toujours en cours d'ailleurs, au niveau de l'Ardèche. Juste une image que j'apprécie particulièrement, puisqu'elle est révélatrice de ce qu'on peut avoir comme imagerie drone sur un sinistre d'ampleur, où se situe le sinistre et où va le sinistre, où sont les propagations du sinistre, les zones encore saines mais exposées.
et également les actions entreprises. Donc, par contre, vous pouvez imaginer qu'avec un entrepôt industriel de cette taille-là, on est très très vite à 150 mètres de hauteur, quoi. Donc les conditions de vol sont aussi un petit peu particulières. L'imagerie thermique, forcément, comme je l'ai déjà dit, un atout majeur pour identifier les points chauds et les axes de propagation, et également les évaluations de nos actions en termes de lance à eau. Accident de la route, ici un poids lourd dans l'Aisne avec un chargement de produits chimiques dangereux, du coup un périmètre de sécurité, une zone d'exclusion, et du coup effectivement aussi un survol d'autoroute. Donc on reparlera de la dérogation, mais effectivement on est toujours dans des contextes très particuliers et compliqués de vol. Et l'évaluation des dégâts, forcément, après des tempêtes, pour chiffrer l'ampleur des dégâts. Tout ça pour vous illustrer juste qu'en fait, dans le monde de la réglementation civile de drones, les télépilotes ont beaucoup de temps pour préparer leur vol, etc. Et c'est un travail minutieux et qui est nécessaire à réaliser. Néanmoins, nous confrontons à des sinistres qui sont complètement inopinés et imprévus. Et on doit quasiment, en roulant sur le transit, faire notre évaluation de zone, de comment on va réaliser ce vol, en fait. Et donc, c'est extrêmement compliqué. D'où le cadre dérogatoire qui existe, puisqu'on a l'article 10 qui nous permet de déroger aux règles, puisqu'effectivement, nous, on ne peut pas préparer un vol 5 jours à l'avance. Et dans le cadre de nos missions de secours et de sauvetage, toujours sous le mandat du préfet territorialement compétent, on peut déroger aux dispositions. On peut s'affranchir du S1, du S2, du S3. On ne peut pas s'affranchir de la formation, bien sûr. On ne peut pas s'affranchir des homologations machines. Mais néanmoins, il y a toujours un cas particulier, un imprévu, qui est toujours un petit peu compliqué à gérer. Et donc, on fait appel à notre bon sens et à une analyse de risque en fonction de chaque situation, au cas par cas. Et sans vous brosser toute l'Europe, mais en fait, je voulais vous juste faire un petit topo sur les dérogations de secours des drones dans les autres pays européens. En Allemagne, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une organisation territoriale complètement différente, puisqu'il y a des Länder, comme on appelle ça, des fédérations, des provinces fédérales. Et en fait, il y a un texte national qui encadre cela, mais en fait, chaque province fédérale peut l'appliquer et interpréter à sa manière. Donc les pompiers, suivant la province, n'appliquent pas les mêmes règles dérogatoires. En Finlande, ils ont quasiment toute dérogation, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même réserver un espace aérien en 10 minutes. Enfin, c'est assez impressionnant. En Espagne, on a un texte national qui permet, avec un article 3, de déroger à la réglementation du drone civil, mais uniquement pour les forces de sécurité, les policiers. Les sapeurs-pompiers ne sont pas inclus dans la dérogation. Donc je ne sais vraiment pas comment ils peuvent faire pour réaliser des missions de secours qui sont inopinées. En Irlande, c'est assez libre aussi, puisqu'ils peuvent faire du vol à vue de manière assez classique. Par contre, pour le vol hors vue, rien n'est défini. Et au final, bon, il y a la coordination avec le contrôle aérien, mais sinon rien n'est défini. Et c'est souvent sous l'autorité du commandant des sapeurs-pompiers sur l'intervention qui décide. Mais voilà, le commandant des pompiers n'est pas forcément le sachant aéronautique. Donc ça peut vite être compliqué aussi. Et en Angleterre, de la même manière, ils peuvent faire tous les vols hors vue, enfin les vols en vue qu'ils veulent en journée, en nuit, en ville. Néanmoins, pour le vol hors vue, ils peuvent déroger, ils peuvent réaliser des vols hors vue, mais sous deux critères, deux prérequis, soit pour un événement majeur, soit pour une recherche de victimes avec notion de vie humaine en jeu et imminente. Et néanmoins, même s'ils peuvent déroger, ils ont une limite à 3 km de portée. Ils n'iront jamais à plus de 3 km. Donc, c'est juste pour vous dresser un état assez hétérogène en fait, de la dérogation de secours pour les drones en Europe. Et j'ai envie de vous poser une réflexion. Pourquoi pas, même si la nouvelle réglementation européenne exclut le champ des opérations de secours, pourquoi pas étudier, puisqu'en fait, dans chaque pays de l'Europe, un feu d'entrepôt est le même, une recherche de victimes est la même, les inondations, les feux de forêt sont les mêmes en fait. Donc on est confronté au même sinistre, typologie de sinistre. Pourquoi pas se poser la question d'une harmonisation de réglementation pour une dérogation pour les secours, les services d'urgence, les services d'incendie, mais les services de police également, puisqu'on a quasiment tous les mêmes missions en Europe en fait. Et je pense que ce serait une bonne chose pour la sécurité des vols, et surtout de pouvoir partir de nos besoins opérationnels pour appliquer une loi spécifique et adaptée, et pas l'inverse. C'est pour ça qu'on s'associe aussi à UVSI avec le programme Drone Régime
pour éventuellement étudier cette possibilité d'harmonisation européenne sur le segment secours. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.